L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité, fidèle ami internaute à ce programme télé sur ESAE TV. Ce dimanche, avec ma collègue Billy Gaël Laibi, on reçoit pour vous Christian Parfait Aroyo. Il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Il est membre de la cellule de communication de la dite formation politique. Avec lui, nous parlerons de l'actualité politique nationale, notamment l'animation de la vie politique et également le code électoral qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous ferons également quelques petits commentaires sur la répression aux infractions au code de la route. Christian Parfait Aroyo, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Bonjour aux téléspectateurs, tous les amis de ESAE TV. Merci d'avoir accepté l'invitation. Billy Gaël Labi, bonjour. Bonjour Kader. Très bien habillé ce dimanche. Merci. Merci d'être à nos côtés. Merci. Il est à vous l'invité pour la première question. Bonjour Monsieur Aroyo. Bonjour. Je vais démarrer par l'actualité au Bénin. Actuellement, depuis quelques jours, quelques semaines, le président de votre parti est cible de certaines presses par rapport à l'élection ou aux élections générales qui arrivent en 2026. Comment est-ce que le parti voit ces attaques-là en quelque sorte? Bon, effectivement, vous avez suivi avec nous une sorte de cabale contre notre parti, l'Union Progressiste Le Renouveau, et ciblé par rapport à son président, le professeur Joseph Fifa Mediogbenou. Nous avons constaté avec désolation cette manière encore de faire de la politique. Et après moult réflexions, nous avons décidé de sonner la fin de la récréation. Et donc, avant-hier, non pas avant-hier, le mercredi passé, la haute direction du parti, à sa tête le président, a fait un point de presse pour clarifier la situation, pour faire des démentis formels à toutes ces allégations. Mais je peux vous dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, les gens n'ont pas désarmé, ils ont continué de petites manœuvres. Je veux rassurer tout le monde que notre pays est bien gouverné. Ceux qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour commettre des infractions, nous avons une technologie qui permet de les détecter et puis en son temps, ils répondront de leur forfaiture. Voilà ce que je puis dire pour assurer, à l'instar du président Fifa Mediogbenou, que les militants et militantes du parti UP Le Renouveau et surtout la population que nous avons compris nos responsabilités en tant qu'acteurs politiques et que nous nous attelons à la tâche de développement. Et l'urgence pour le UP Le Renouveau aujourd'hui, c'est de mettre sur pied ces structures, de travailler pour le développement et rassembler la population. Donc, on ne sera pas détourné de cet objectif et on va y aller. Pourquoi, selon vous, José Jogbenou est la cible d'une cabale? Alors, on peut répondre de deux manières. Ça suppose simplement que les gens lui reconnaissent certaines valeurs et puis ils le voient comme un dodane sur leur chemin. Et toutes les
Nous, on leur dit, il faut savoir quand il y a les dos d'âne, il faut savoir freiner et bien conduire. Ou alors, ils voient que le parti et son président sont des concurrents et qu'il faut leur barrer la route. L'un mis dans l'autre, cela ne justifie pas des méthodes peu orthodoxes que nous constatons et on se cache derrière. Nous aurions bien voulu nous rencontrer sur le terrain et faire les débats d'idées, les débats de propositions. Nous sommes affichés, reconnus comme tels, membres de la majorité présidentielle. Nous sommes un parti de gouvernement et nous l'assumons depuis 2016. UP Le Renouveau est un parti de gouvernement. UP Le Renouveau accompagne le gouvernement qui est là avec les réussites et aussi les échecs, les points d'ombre. Il y a des initiateurs, des instigateurs. Non, les structures compétences en charge et les structures compétences en charge avec dextérité. J'ai dit tout à l'heure que notre pays est bien gouverné. Nous avons les derniers outils pour démasquer les auteurs. Je suis presque péremptoire là-dessus. Les gens, ils savent pas à quelle époque on est au Bénin aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Nous sommes à la pointe. Ceux qui utilisent les communications électroniques pour commettre des forfaitures seront démasqués. Et ils vont répondre devant la loi. Et ce n'est pas notre souhait de poursuivre des citoyens, puisque la plupart du temps, c'est l'objet de manipulation. C'est des gens qui ont d'autres intérêts inavoués, qui utilisent d'autres lampistes pour pouvoir faire ces basses besoins. Et donc, nous demandons aux jeunes de ne pas céder à ces genres de propositions, parce que c'est eux qui, demain, vont trinquer, pendant que les commanditaires vont se taper dans l'ombre pour pouvoir continuer à faire leur... Donc, c'est un appel formel à la jeunesse, parce que c'est la plupart du temps, c'est les jeunes qui manipulent les outils. C'est les jeunes, peu ou prou, qui sont des journalistes, qui sont utilisés pour faire ces genres de communication. Donc, c'est fondamental. La jeunesse a autre chose à faire que d'aller dans ces basses besoins. Et donc, les instances compétentes sont à pied d'œuvre et en son temps, vous serez informés. Mais ce n'est pas le plus fondamental. Le plus fondamental aujourd'hui est que nous ayons une jeunesse responsable. Nous avons une classe politique responsable qui assume sa responsabilité. Mais est-ce que vous faites un travail pour? C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Nous avons compris que non seulement il faut mettre les structures du parti, nous étions à Parakou, ça a défrayé la chronique, nous n'étions pas au tourisme à Parakou, dans le Nord. Nous étions partis pour valider les 4900 structures, cellules de base que nous avons dans notre fichier et installées depuis qu'on a commencé l'opération depuis depuis décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. À l'issue de ça, la DEN, la Direction exécutive nationale, a remis le pouvoir à la HDP, à la haute direction politique, de continuer l'installation des structures à la base. Donc, à partir d'hier, donc samedi, nous avons, sur toute l'étendue du territoire, jusqu'au 5 mai, l'installation des sous-sections. Ça correspond aux arrondissements au niveau du parti. Tout ça pour installer les structures de base. Et avant juin, nous aurons les sessions, les ligues des jeunes, les ligues des femmes. Pourquoi cela? En même temps, c'est pour former nos militants à la base. Mais avant de les former, il eût fallu les identifier. Et pour être identifié, il faut appartenir à une cellule de base et monter dans l'organisation. Mais concomitamment, on n'a pas attendu. Aujourd'hui, nous avons commencé des formations militantes au niveau de nos cellules et tout l'Union progressiste, le renouveau, est sur le terrain et nous expliquons les tenants et les aboutissants de la politique à nos militants à la base. Sensibiliser. Village, quartier de ville, les bureaux sont déjà sensibilisés. Les formations sont lancées depuis peu. La date officielle de démarrage et d'installation des cellules et de sensibilisation, de formation sur le code, puisque désormais le code régit
les élections et nous avons une élection générale en 2026. Nous disons aux militants, si vous voulez être simple délégué dans votre quartier, vous devez être membre d'un parti, quid d'être chef de l'État. Et c'est très important pour que les militants sachent que c'est dans un parti qu'on occupe des responsabilités de la base jusqu'au sommet. Parlons de sensibilisation et vous parliez d'époque numérique tout à l'heure. Moi, je parlais d'époque du code électoral. Vous êtes à l'époque du code électoral. Parlons de cette époque-là. Quand vous allez sur le terrain et que vous sensibilisez les populations et autres sur le code électoral, quel est le contenu du message que vous leur passez? Alors, ça me permet de rebondir, de vous expliquer la démarche. Il y a une semaine, jour pour jour, le dimanche dernier, on a formé ce qu'on appelle les formateurs sur le contenu du code électoral avec la haute direction politique à Bénin Royal Hôtel. On a parlé des grandes innovations du nouveau code. Les problèmes, les grands articles qui font la nouveauté au niveau du code, les seuils de 20%, les problèmes de parrainage, qui parraine, les problèmes de désignation de délégués, comment on peut être comment la Sénat a modifié les dispositions pour que nos élections soient transparentes et crédibles et que les résultats soient vite transmis, même par voie électronique. On a abordé tous ces sujets-là et puis on en a profité pour expliquer l'implication politique de ce code à nos militants. Mais est-ce qu'ils comprennent réellement ce que c'est que le code électoral et puis les modifications apportées? Est-ce qu'ils comprennent réellement le contenu, ce que ça veut dire, les 20% qu'il faut avoir et tout ça? Est-ce qu'ils comprennent vraiment l'enjeu? Alors la réponse est oui, ils ont compris. La population aussi. Attendez d'abord. La démarche, c'est de former les responsables des cellules. Ça, ce sont nos responsables à la base. Dans un quartier, dans un village, nous avons mis en place des cellules. Dans les 6000 environ cellules sur l'étendue du territoire, les cellules politiques. Ça correspond administrativement à un village ou à un quartier, chez nous. Politiquement, bien entendu. Ces responsables ont un bureau. La plupart, 25 membres, 30 membres, 35 membres, 11 membres, selon le nombre de personnes que nous avons. Eux, ils sont responsables leaders dans leur localité. Nous déclinons le code en langue. Et vous pouvez être surpris, puisque c'est des animateurs politiques. Il y en a qui sont dans la politique depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, et qui sont dans leur localité, et qui sont des leaders politiques. Ils ont compris ça, ils savent les décliner, ils ont bien compris. Leur rôle, eux, après cette formation, c'est d'expliquer dans ce que nous avons appelé le cœur à cœur, le corps à corps, dans leur localité, sur les réseaux sociaux. En effet, lorsque nous aurions fini cette opération, le pays aurait compris l'enjeu de ce code électoral. Alors pour vous, parfait, Christian Arroyo, quel est l'enjeu de ce code électoral? Quel est le problème que ce code électoral vient résoudre? Parce que certains estiment qu'il vient au contraire créer des problèmes. Non, ça dépend de comment on lit ça. La première chose que ce code, la première préoccupation que ce code règle, c'est vraiment transformer le discours, la théorie de l'unité nationale en une réalité. Ce code contraint chaque parti à être présent dans les hameaux, ne fût-ce qu'au 5e, de sa représentativité. Ça veut dire que dans la dernière circonscription, sur les 24 que nous avons, vous devez être représentatif à hauteur de 1/5 des personnes qui sont dans cette localité. C'est ce qu'on appelle 20%. Pourquoi cela? Ça veut dire que il n'y a plus du tout, pour ce code, il n'y a plus possibilité de dire que je suis dans mon fief, je ne m'occupe pas des camarades qui sont dans d'autres localités. Désormais, nous avons des destins liés. C'est ce qu'on appelle le début de la nation. Ce code consacre la mise en place du vivre ensemble, de la cohésion ensemble. C'est théorique pour le moment, mais lorsque nous savons que si nous n'aidons pas le voisin à côté, parlant du parti politique,
nous aussi, notre force, même dans notre localité, sera convertie à zéro, nous devons de faire une solidarité. Je crois que... Vous faites allusion au parti de la mouvance présidentielle. Pas que de la mouvance. D'abord, dans un seul et même parti. Et on a vu que, comme nous sommes au début, il y a ce qu'on appelle des accords de gouvernance, qui sont encore d'autres notions qui peuvent permettre à des partis politiques ayant les mêmes obédiences de commencer par discuter entre eux pour attendre des accords. On ne peut pas construire ce pays sans qu'on ait la capacité politique d'échanger entre nous. Nous avons quelques cas d'exemples d'accords de gouvernance. Nous avons tenté, depuis 2020, avec le BR, pour ce qui concerne les élections communales. Nous avons des accords d'une quinzaine de communes. Mais nous voulons formaliser cela lorsque cela advenait. Et à la lecture du code électoral. Et puis, cela permettra aux gens qui disent la même chose d'apprendre à s'entendre sur l'essentiel. Donc, ce code est un code unificateur. Mais est-ce qu'il ne va pas à l'encontre de la conférence nationale qui a prôné le multipartisme? Ce code n'empêche pas du tout le multipartisme. Tout au contraire. Il n'empêche pas les partis de se constituer et d'animer la vie politique. C'est la charte des partis qui règle la création d'un parti. Le code réglemente le processus d'élection. Et dans une élection, j'ai toujours envie de donner l'exemple de candidats au baccalauréat et de candidats au concours. Vous êtes libre d'aller au bac. Lorsque vous remplissez les conditions que vous en avez, vous êtes préparé pour. Ça, c'est la charte des partis. Mais une fois au concours, ce n'est pas tous les étudiants, une fois bachelier, ce n'est pas tous les étudiants qui accèdent à la faculté de médecine. C'est ceux qui peuvent. Et c'est là où le code donne des critères pour dire, si vous n'avez pas 15 sur 20, si vous n'avez pas la mention bien, vous ne pouvez pas accéder à telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire qu'on a exclu. Ça veut dire que par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre, on fait des restrictions. Et donc, ceux qui disent que le code est exclusif, peut-être ils savent ce qu'ils mettent dedans. Oui, mais vous, Christian Parfait-Arroyo, ça fait une trentaine d'années que vous êtes dans l'animation de la vie politique nationale. Vous avez observé un peu plusieurs réformes politiques visant quand même à peut-être toiletter le paysage politique, d'autres également pouvoir restructurer le mode électoral. Mais est-ce que les critères instaurés dans ce code électoral ne sont pas trop corsés? Est-ce qu'ils ne sont pas de nature à peut-être à l'avenir créer de vide juridique? Parce que 20%, s'il arrivait peut-être qu'au cours d'une élection, l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain n'arrive pas à trouver 20% de ces conseils électoraux, quelle serait l'alchimie en ce moment-là, par exemple? Vous savez, en politique, on ne fait pas des extrapolations comme en mathématiques. La politique, c'est du factuel. Effectivement, la possibilité mathématique existe que les partis politiques n'atteignent pas 10%. Encore qu'il faut 20%, voir 20% sur tout l'étendue du territoire dans les communes. Mathématiquement, ça existe parce qu'on parle de chiffres. Donc, on peut faire parler les chiffres, on peut aller. Si je reviens à la problématique pour parler des réformes, cette réforme du code, en mettant la barre haute, c'est une manière indirecte ou très affichée d'ailleurs de dire que nous voulons avoir des partis d'envergure nationale, des partis de gouvernement, des partis capables de s'entendre, des partis capables d'être des socles d'entente des populations entre eux. Aujourd'hui, parler entre soi-même au sein d'un parti, ce n'est pas aisé. On a vu, et aujourd'hui, le code nous y contraint. Et à force d'être ensemble, on apprend à s'aimer et à travailler. Mais pendant le vote, il y en a de la mouvance qui n'étaient pas pour. C'est vrai, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en a qui n'étaient pas non, on peut toujours ne pas être d'accord sur une problématique qu'on n'a pas compris. Et justement, ça explique pourquoi nous avons entamé une démarche d'explication à la base pour que les uns et les autres comprennent les enjeux. Ce code nous demande un peu d'effort. Ce code nous permet de régler un tant soit peu la notion de vagabondage politique.
Avant, on saute par-ci, on est de ce parti, on négocie de l'autre, vous êtes élu sur une liste, vous devenez député, vous allez de l'autre côté. Ce code donne un peu de discipline. Ce n'est qu'un début, parce que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, et dans ce cas, c'est à l'œuvre que nous reconnaîtrons vraiment l'efficacité de ce code. Mais ce que nous, en tant que politique, nous avons retenu, c'est que ce code nous envoie au travail et nous demande, laissez le bavardage, laissez vos divisions internes, laissez les indisciplines, mettez-vous au travail parce que vous avez une barre de 20% à franchir. Ce code fait de nous des Olympiens politiques. Ça veut dire que nous avons les yeux olympiques en 2020 politiquement. Nous nous préparons, et si vous voulez dépasser les 2,50 m, ce n'est pas en pleurnichant, c'est en se préparant pour pouvoir faire le bon saut. Les innovations insérées dans ce code, est-ce qu'elles répondent réellement aux attentes des populations, du peuple? Oui, non seulement ça va au-delà des aspirations du peuple, c'est que, puisque notre peuple ne demande qu'une seule chose, la paix, l'union et puis le développement. Et aujourd'hui, on a besoin des gens qui sont en mesure et en responsabilité d'être proches de la population. Pendant longtemps, on a dit que la politique, les gens ont été au pouvoir sans être issus des partis politiques. Ce code aussi nous donne cette possibilité-là. Désormais, pour être chef de l'État, il faut sortir d'un parti politique. Mais quelle prouesse! On l'a voulu depuis des lustres, on l'a jamais eu. On a eu toujours que des hommes providentiels, des hommes qui débarquent, qui, suivant leur popularité. Maintenant, pour le faire, si quelqu'un veut et rêve d'être chef de l'État, il rentre dans un parti politique, il travaille dans un parti politique, il sait désormais qu'il a respecté le dernier des villages, parce que sa réussite dépend des 20% et de la prouesse de ce village. Et je crois que c'est une avancée terrible qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Je comprends que certains soient dubitatifs puisqu'on ne l'a jamais vu. Je comprends que certains soient hésitants parce que nous n'avons jamais fait des élections générales. C'est la première fois aussi. Donc le saut dans l'inconnu fait freiner certains. Je comprends aussi que certains disent que c'est le chef de l'État qui veut... Non, Patrice Talon, il a fini ses 2 mandats et bien sûr, il va partir bientôt pour laisser la main au parti politique. Ce code électoral a été conçu pour régenter tout, pour que ce soit que la mouvance présidentielle qui gagne, parce qu'ils estiment que, par exemple, lorsqu'on prend cette disposition des 20%, s'il arriverait, par exemple, que les démocrates manquent 20%, on se retrouverait peut-être encore en 2026 avec un Parlement avec l'Union progressiste, le renouveau uniquement et le bloc républicain. Ils estiment, ceux qui sont contre ce code-là, que ce code électoral, les rédacteurs de ce code électoral n'ont pas pris en compte ces paramètres-là. Que répondez-vous? Bon, d'abord je vais répondre de 2 manières très rapidement. Ceux qui pensent comme ça... que la réforme a été taillée sur mesure. Ceux qui pensent comme ça jettent l'éponge. Ils ne sont pas des compétiteurs. Ils pensent déjà sans avoir démarré la compétition qu'ils ont échoué. En tant que politique, je m'en réjouis. Mais je me réveille pour dire ce n'est pas aussi facile pour personne. À la date d'aujourd'hui, aucun des partis ne répond aux critères. Aucun. Mais vous avez quand même la possibilité d'aller avec le bloc républicain. Les démocrates, quelle est la possibilité pour eux? Vous avez vu avec moi, et certainement vous étiez au reportage, que près de 5 ou 6 partis dits de l'opposition se sont réunis pour faire des déclarations communes, pour prendre des positions communes. C'est ce qu'on veut, des regroupements de partis disant les mêmes choses pour pouvoir animer la vie politique. C'est justement ce qui est souhaité. Donc, s'ils peuvent le faire, ils n'ont qu'à apprendre à se parler. Ils n'ont qu'à apprendre à se parler et que chacun apprenne à se parler. Et dès lors que nous avons appris à nous parler, c'est le début de l'unité nationale. Entre soi-même. Que les Indiens parlent entre eux. Et après cela, qu'on puisse avoir le même langage vis-à-vis des autres. Ça, c'est un indicateur, je crois qu'ils peuvent le faire. Donc, on ne peut pas faire un procès qui vous dit demain que ceux qui sont dans l'opposition ne seront pas de la mouvance demain. Nous n'en savons rien. Nous parlons de la photographie d'aujourd'hui, qui vous dit que la mouvance d'aujourd'hui ne peut pas être l'opposition de demain. Ce qui est sûr, c'est une dynamique politique et chacun se bat et doit rester dans les exigences de ce code et former son parti dans cette aune-là. Moi, j'ai connu pendant longtemps l'opposition, politiquement.
Au PRD, au PRD, nous avons fait l'opposition, mais on n'en est pas mort. On en est sorti. Parlons de PRD. Vous avez travaillé aux côtés de Maître Adrien Ngbeji pendant longtemps en tant que vice-président de la cellule en charge du numérique et de l'intelligence artificielle. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec qui? Monsieur Adrien Ngbeji. Ben, c'est le haut dignitaire de UP Le Renouveau. Avec, on les appelle les pères fondateurs de UP Le Renouveau, avec le président Amoussou, le président Ngbeji, et ils appartiennent à le président Idji, président Zizinofwe, pour ne pas les citer, Nago, c'est les hauts dignitaires. C'est eux qui, lorsque la haute direction a fini de travailler, eux, ils donnent leur caution. Et donc, nous sommes un parti béni à UP Le Renouveau. Nous avons encore ceux qui ont fait des expériences, surtout des expériences bonnes comme mauvaises, qui nous conseillent, qui sont dans l'ombre. Nous bénéficions de cela. La fusion entre les deux partis, PRD, PRD et UP, a fait beaucoup parler, beaucoup de gens ont critiqué de façon quand même négative. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques qu'il y a eu là par rapport, ils n'ont pas vu de bon œil cette union entre les deux partis? Oui, certains n'ont pas vu de bon œil au début. Mais au moment où nous sommes en train de parler, l'eau a coulé sous les ponts. Nous avons réglé beaucoup de problèmes. Et nous avançons sereinement. Le PRD, comme il aime à le dire, est le socle. C'est le terreau sur lequel l'Union a été basée. On a mis l'UP Le Renouveau au sol, si on peut parler comme ça, à Porto Novo. Donc, ils sont des éléments moteurs aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris, n'avaient pas compris, ont compris. Ceux qui encore hésitent, nous avons lancé des séries de concertations depuis lors et les choses avancent très bien. Pour nous, c'est désormais UP Le Renouveau et vous savez d'où vient le renouveau. Et donc, ces éléments sont désormais derrière nous parce que déjà, quand on lit le code à l'aune de tout ce qui se passe, il n'y a même plus la place aux micro-partis. Alors, il y a cela quelques semaines, on a eu dire qu'il y a un projet de reconstitution du PRD qui se embranle par des anciens caciques du PRD qui avaient adhéré à l'UP Le Renouveau. Bon, vous venez de m'informer. Vous avez vu la presse? Non, je ne peux pas avoir les informations de l'SPRDS dans la presse. Je ne peux pas. Non, ça n'a pas de crédibilité. Pas du tout alors. Ce qu'on appelle... Bon, moi, j'étais à Porto Novo hier pour les formations de tout l'OME. On a vu tous les acteurs de UP Le Renouveau pour former sur le code et pour l'installation des cellules. Il y a longtemps. C'est dans l'imagination des gens. C'est dans l'imagination de ceux qui pensent qu'on peut encore faire de petites choses. Mais vous ne pouvez pas refuser à des gens d'écrire dans la presse. Oubliez tout cela. Et nous sommes en ordre de bataille. Nous sommes dans la vision de l'union au niveau de UP Le Renouveau. Et tout le monde est unanime et tout le monde est sur le terrain au moment où je vous parle pour expliquer les tenants et les aboutissants. Pourquoi nous devons être plus unis, plus forts dans le progrès pour pouvoir faire du renouveau dans le pays. C'est ça l'objectif que nous avons aujourd'hui et personne ne peut plus faire cavalier seul. C'est fini les symphonies solitaires, que ça soit de la base au sommet. Et vous, monsieur Christian Parfait-Aouyo, serez-vous candidat aux élections générales de 2026? La réponse est oui. Parce que UP Le Renouveau est candidat à toutes les élections. Et donc, mon parti va décider où est-ce que je peux être utile pour assurer... Bon, je précise, aux législatives. Oh, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, à tous les postes de responsabilité au niveau de UP Le Renouveau, nous avons des procédures. Je vais vous dire, je vais anticiper pour dire que la certitude que j'ai, c'est que mon parti va aux élections avec l'intention de les gagner sur toute la ligne. Avoir le maximum de délégués, le maximum de conseils municipaux
donc les maires, maximum de députés, et gagner le pouvoir de l'État à travers le chef de l'État en 2026. C'est l'ambition de mon parti politique, UP Le Renouveau. Nous y travaillons. Nous allons travailler avec les hommes et les femmes qui sont avec nous, qui ont les mêmes objectifs que nous. Nous pouvons aussi envisager des cas d'alliance, mais comme nous voulons gagner, nous allons tendre la main à tout le monde. La certitude aujourd'hui, je vais vous dire oui, puisque c'est de mon parti politique UP Le Renouveau que nous allons désigner notre candidat pour les présidentielles. Et à partir de cet instant, on se met au travail maintenant. On ne fait pas de jérémiade, on ne fait pas de calcul. Nous savons déjà que le candidat est en notre sein. Travaillons et laissons les commérages. Autre sujet d'actualité, vous êtes au courant que depuis plusieurs semaines, la police républicaine a démarré une opération de répression contre le non-respect du code de la route. Et depuis quelques jours, je dois dire plusieurs jours, certains agents de police sont auteurs de violences commises contre des populations, des usagers de la route. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment le parti réagit à tout ceci? Alors, à cette répression, deux principes. En tant qu'homme politique, je suis contre toutes les actions sur les personnes physiques des populations. Et c'est la même position que UP Le Renouveau. La même position. Alors, nous condamnons avec la dernière rigueur toutes les actions sur les populations. En même temps, nous lançons un appel aux populations de respecter les consignes du code de la route. Et il y va de leur propre sécurité. Rappelons, en tant que parti UP Le Renouveau, aux forces de l'ordre qu'ils sont là pour la sécurité et l'ordre et non pour l'insécurité des personnes. Lorsque nous avons dit ça, nous rentrons dans nos responsabilités en tant que parti. Nous avons pris des décisions, des dispositions pour en savoir plus, pour savoir ce qui se passe, pour rapprocher des responsables de la sécurité intérieure, pour savoir ce qui se passe. Nullement, le gouvernement en a donné des indications dans ce sens. C'est de l'indélicatesse. Au niveau de certains des agents, ce serait puni avec la dernière rigueur. Lorsque nous avons dit ça, au nom de mon parti UP Le Renouveau, nous envoyons nos condoléances aux familles déplorées, aux personnes qui sont en difficulté, qu'ils reçoivent par ma voix ces condoléances en attendant que les voix autorisées au sein du parti et même au sein de la République puissent les consoler davantage. Donc, il n'y a même pas d'explication à faire, c'est de l'indélicatesse des agents. Leur hiérarchie a été très claire, les sanctions vont tomber et en même temps, ce n'est pas la porte ouverte aux incivismes de la part des populations. Les populations aussi doivent respecter les codes de la route et respecter les consignes qu'on donne au niveau de l'État. Sinon, nous allons basculer dans l'anarchie. Ceux qui profitent de cette situation conjoncturelle, qui profitent pour vouloir semer le chaos, ils verront les forces de l'ordre sur leur chemin. Le pays est désormais gouverné et il n'y a plus la place à la pagaille. Tout comme vous, un député, je précise, Gounou, a réagi par rapport aux violences subies par certains usagers de la route perpétrés par des agents de la police républicaine, et il a trouvé que ce n'était pas bien ces actes-là et tout. Face à sa réaction, le DGP a répliqué de façon comme un peu, bon, je ne sais pas moi de juger, mais le DGP a répliqué et a dit quand même d'une façon ou d'une autre qu'il était mal placé pour se prononcer sur les faits et tout. Lui, en tant que quelqu'un qui a déjà eu des démêlés avec la police par le passé, que pouvez-vous dire par rapport à cette... Bon, je ne peux pas opiner sur quelque chose que je n'ai pas vu, mais c'est le droit du député de poser des questions au gouvernement. Et je crois que l'honorable Gounou, parce que c'est un vieux camarade depuis l'université, honorable Gounou, il sait de quoi il parle, il connaît la procédure. Donc, interpeller le gouvernement sur la question, c'est de son droit de député et c'est le devoir du gouvernement de venir devant l'Assemblée nationale pour expliquer pourquoi il a fait. Maintenant, vous me parlez des choses sur les réseaux sociaux
Et moi, je vous parle des faits et des échanges qui devaient se faire au Parlement. Je ne sais pas si les populations m'ont bien suivi. Je ne peux pas opiner sur des sujets qui devaient se tenir dans des cadres bien précis. Le débat de l'honorable devait se faire au Parlement et c'est au Parlement que le gouvernement doit répondre, que ça soit représenté par le DGPN. Je crois que dans l'un ou l'autre, c'est au Parlement qui doit répondre. Ce n'est pas par presse interposée que ces genres de choses doivent se faire. Restons dans les thèses de la République, que chacun reste dans son couloir. Et je crois que c'est ce que j'ai à dire, sans rentrer dans le détail. Dernière question. Parlons de réseaux sociaux. Pensez-vous que le citoyen qui remarque qu'il y a altercation entre population ou un usager et un membre de la police filme, pensez-vous qu'il fait mal de filmer une scène pareille, une scène où il y a violence ou bagarre entre policiers et usagers de la route? Je vois ce à quoi vous voulez faire allusion, mais je veux profiter pour dire aux populations que lorsqu'il y a un fait que vous voulez filmer, les faits ne sont du domaine public que lorsqu'on saisit les autorités publiques. On ne publie pas tout. C'est tout comme si vous voyez quelqu'un. Et donc, par rapport au code, l'article 557, pour être précis, du code numérique, c'est une infraction. Maintenant, lorsque l'infraction est commise, on a des avocats, on a des juges, c'est pour ça justement qu'ils sont là. On va voir les circonstances dans lesquelles ça a été fait, les intentions qui étaient derrière pour pouvoir sanctionner ou ne pas sanctionner. Je comprends l'émoi, l'émotion, je comprends tout ce qu'il y a derrière parce que l'image est choquante, à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, tout le monde est en émoi. Mais je dis, faisons attention. Supposons que ça soit une manipulation et que ça soit l'honorabilité de quelqu'un qui soit en marge et qu'on publie ces vidéos. Vous voyez ce que ça va comporter après. Et donc, sachons toujours raison garder, et c'est pour ça qu'il y a le code, il y a la loi dans le pays. Et donc, lorsque les choses arrivent, que au lieu de... Moi, j'assiste à des choses que on filme quelqu'un qui a perdu la vie. Normalement, ce n'est pas ça. Vous êtes les professionnels des médias. Vous savez comment il faut flouter les images. Et l'image de base est là. Vous floutez les images, c'est la publication par voie électronique qui est sanctionnée. La publication par voie électronique parce que ça a un effet viral. Et ça a d'ailleurs semé des émois. Cette vidéo aurait pu, dans d'autres pays, aurait pu brûler un pays. Donc, le fait là n'est pas à condamner. C'est la manière de publier qui est condamnable aux yeux de la loi. Et je pense que dans le cas d'espèce de ce monsieur dont vous parlez, qui a fait cette vidéo, et d'autres en font, le cas d'espèce, je crois que ces avocats sauront chercher les situations atténuantes. Mais il faut lancer un message à toute la population, aux jeunes, de dire cela ne se fait pas. Ce n'est pas parce que nous voulons le faire qu'il faut le faire. C'est important, sinon nous n'éduquons pas notre population. J'ai suivi sur les réseaux, je l'ai dit, les gens m'ont dit, vous cautionnez. Je dis non, c'est important. Et je profite pour dire aux jeunes, lisez le code du numérique. Il est voté depuis 2018 et ça rentre dans les habitudes. Sous l'effet de la passion, vous risquez de tomber sous le coup de la loi. Et la loi est dure, mais c'est la loi. C'est important et les jeunes abusent sur les réseaux sociaux. C'est un outil de développement, c'est un outil de communication, mais attention, c'est aussi encadré. Sinon, nous serons dans une jungle, nous serons dans un état sans gouvernance, et ce n'est pas le cas au Bénin. Merci, Monsieur Parfait Aouyo. Je vous laisse à présent accader pour la conclusion. Vous avez regardé droit de votre caméra, c'est un rituel sur ce plateau. Vous allez dire quelques mots à l'endroit des militants de l'Union progressiste Le Renouveau, des sympathisants et des amis, parents et alliés qui ont bien voulu suivre cet entretien avant que je récapitule vos propos. Chères militantes et militants de UP Le Renouveau, nous sommes invités une fois encore à retourner sur le terrain et à expliquer aux populations les tenants et les aboutissants du code qui doit régir, du code électoral qui doit régir les élections générales de 2026.
Comme l'a déjà dit notre président, le professeur Fifa Diogbenou, nous avons intérêt désormais à maintenir le cap, à rester serein et à travailler d'arrache-pied, en corps à corps, en cœur à cœur, dans l'union, pour le progrès et le renouveau. Nous disons aux populations de se calmer aussi parce que il y a quelques exactions au niveau de la police, de rester calme, de savoir que nous sommes dans un pays bien gouverné, le pays est bien dirigé, les structures sont là, chaque responsable d'indélicatesse répondra devant la loi et toutes les personnes qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre n'ont qu'à recevoir nos compassions, nos condoléances pour certains, nos compassions, et que le vivre ensemble revienne pour que nous puissions encore et encore poursuivre le développement de notre pays. De toute façon, personne ne mettra la zizanie dans le pays. Nous avons vu les intentions venir, mais nous restons sereins. Dès lors que chacun est à son poste, député à sa place, ministre à sa place, militant à sa place, tout agent de police à sa place, la République se porte bien. Et je pense que c'est ce qui nous reste à faire. Au travail, les amis, nous avons vaincu la fatalité. Merci à vous, Christian Parfait Arroyo. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité à l'entame de cet entretien a qualifié de cabale contre Joseph Fifa Diogbenou cette polémique autour de sa candidature à l'élection présidentielle de 2026, une polémique suscitée par une certaine presse. L'invité de ce dimanche estime que c'est une cabale qui est organisée contre le président de sa formation politique. Il souhaite des débats d'idées pour que l'élection présidentielle ou les prochaines élections en général se passent dans une compétition saine. Le Bénin est bien gouverné, a-t-il martelé à maintes reprises au cours de cet entretien. Il a rappelé à ceux qui utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour commettre des forfaitures qu'ils seront démasqués, et donc pour lui, ceux qui sont derrière cette machination contre Joseph Fifa Diogbenou seront démasqués car le pays dispose des moyens adéquats pour pouvoir les démasquer. Il a lancé un appel à la jeunesse à ne pas céder à la manipulation. Au cours de cet entretien, il a également lancé un appel à la jeunesse et à la classe politique à plus de responsabilité. Et lorsqu'il a été interrogé un peu sur l'agenda politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, il a fait savoir que les assises de Parakou ont été effectuées. Dans quel contexte? Le contexte a été rappelé également. Lorsqu'il a été interrogé sur le code électoral, il a rappelé que le code est unificateur. Ce code matérialise une contrainte à l'unité nationale. Cela parle ainsi de la disposition évoquant les 20% par circonscription électorale. Pour lui, ce code demande un peu d'effort et règle le souci de la transhumance politique. Il invite l'opposition à apprendre à se parler. C'est l'Union Progressiste Le Renouveau qui désignera son candidat lorsqu'il a été interrogé sur éventuellement comment 2026 se jouera. Pour lui, le candidat de l'Union Progressiste Le Renouveau est militant du parti, donc c'est au sein de cette formation politique que le candidat sera désigné. Lui et le parti politique condamnent les bavures policières observées tout au long de cette semaine et celles écoulées. Il a lancé un appel aux populations au respect du code de la route. Il a rappelé aux forces de sécurité qu'elles sont là pour l'ordre et la sécurité des populations. Il a fait savoir que les investigations qui ont été menées par la formation politique ont fait cas qu'il s'agit simplement d'indélicatesse et que le gouvernement n'a pas donné d'ordre à la police pour mater les populations. Et donc, en son nom propre et au nom de son parti politique, il a tenu à présenter les condoléances et toute sa compassion aux familles touchées par ces déviances qui sont déplorées de tous. Il a invité les populations à ne pas faire preuve d'incivisme et d'anarchie. Et donc, il a rappelé une fois encore une invite au respect du code de la route, interrogé en fin d'émission par ma collègue Billy Laibi sur celui qui pourrait être condamné pour avoir diffusé une image. Il a fait savoir que c'est la publication qui est condamnée, c'est pas le fait que l'image a été prise ou le fait qu'on ait filmé qui a été condamné. Et en ce cas, il a tenu à lancer un message à la population pour qu'elle ne transgresse pas les prescriptions du code du numérique. Il a ainsi invité les populations à lire davantage le code du numérique afin de s'approprier de ce code du numérique. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos.
Merci à vous. Parfait, Christian Rouillot. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes membre de la cellule de communication de la dite formation politique. Vous avez été premier vice-président du parti du Renouveau démocratique PRD, qui est désormais au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, raison pour laquelle ce parti politique s'appelle Union progressiste Le Renouveau. Merci à vous. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Pour d'autres rendez-vous. Merci à vous, Billy Gaël, d'être resté Kader. avec moi. Chers amis, n'oubliez pas de prendre le rendez-vous du JT des JT à 19h.